Bonsoir, bienvenue dans le 19h de la première. Dans l'actualité de ce vendredi 3 mai, suite et fin de la visite de Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer a consacré sa journée à la lutte contre l'immigration clandestine et à la santé au moment où le choléra gagne du terrain. Nous ferons le point sur les moyens déployés pour ces deux grands sujets qui préoccupent les Mahorais. Le président des sénateurs, les Républicains, est à Mayotte. Bruno Retailleau est venu voir de ses propres yeux nos réalités. À quelques semaines de la présentation des lois pour Mayotte aux parlementaires, quelle est la position des LR? Nous poserons la question à notre invité ce soir, Bruno Retailleau. On prend les mêmes et on recommence, en mieux cette fois-ci, on l'espère. Nos basketteuses du Magic Club de Passamainti et le Basket Club de Mtsapéré chez les hommes affronteront les équipes réunionnaises ce week-end pour la finale zone Océan Indien. Papino Zaidani est à leur côté. Pour nous, il nous dira dans quel état d'esprit se trouvent nos sportifs. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'heure est au bilan pour Marie Guévenoux. La ministre déléguée chargée des Outre-mer est revenue sur les moyens déployés par le gouvernement pour lutter contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, Mayotte est de loin le département d'Outre-mer qui enregistre le plus grand nombre de passages en centre de rétention. Le point avec Ilona Youssoufa, Daniel Abdou. 8600, c'est le nombre de personnes interceptées en mer l'année dernière. En déplacement au service de transport maritime départemental à Dzaoudzi, la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a déclaré que d'importants moyens étaient engagés par l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine. 9 intercepteurs, 2 vedettes en plus des moyens aériens civils, mais également militaires depuis le lancement de PlaceNet. D'identifier 600 Kwassa, on est passé à 1000 Kwassa identifiés. On en a intercepté 250, on en intercepte 700. Ces 700 Kwassa ont tous été l'année dernière détruits. Depuis le début de l'opération PlaceNet, 17 Kwassa ont été interceptés. Les 17 Kwassa seront détruits. 5 passeurs ont été interpellés, 5 passeurs seront jugés et condamnés. D'autres outils tels que des radars et des drones seront prochainement utilisés pour empêcher le passage des Kwassa. En ce moment, on a reçu des offres. On est en train de les analyser. C'est un travail complexe parce que c'est des décisions qui engagent l'argent public. C'est des décisions qui aussi sont extrêmement attendues pour la sécurité de notre territoire, du territoire national. Donc on ne doit pas retenir des offres à la légère. Marie Guévenoux s'est ensuite rendue au local de rétention administrative de Dzaoudzi où sont reçus les étrangers en situation irrégulière secourus en mer. Ils sont conduits ici, on évalue leur état de santé. Nous avons à disposition systématiquement. Capacité du LRA 62 places pour une durée de 48 heures maximum avant un éventuel éloignement du territoire ou un transfert au centre de rétention administrative de Mayotte, le plus grand de France. La construction d'un deuxième CRA est à l'étude. La réception des travaux est espérée pour l'horizon 2027. Et une fois après avoir foulé le sol français, il y a ceux qui sont prêts à tout pour obtenir un titre de séjour. Je vous parle de ces faux couples qui font des mariages blancs, de ces hommes et de ces femmes qui font de fausses déclarations d'enfants en mairie. Celle du chef-lieu fait face à des fraudes massives. La ministre et la délégation de parlementaires qui l'accompagnent étaient reçus ce matin par Amdi Louahedou Soumaïla. Le maire de Mamoudzou n'a pas hésité à formuler une demande de moyens supplémentaires afin de mieux détecter ces reconnaissances de paternité fictives. Par mois, au moins 900 déclarations d'enfants sont enregistrées dans le service de l'état civil à Mamoudzou. Je vous propose d'écouter Anliati Demou, directrice des services à la population à la mairie de Mamoudzou. Elle s'exprime au micro de Nadia Ali et Assadi Razafitehino. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a déjà déclaré au niveau du parquet 23 signalements pour tentative de fraude à la paternité et à la maternité aussi. C'est très important d'alerter parce que la commune de Mamoudzou reçoit aujourd'hui des personnes qui viennent d'un peu partout, mais aussi de l'Afrique des Grands Lacs. Et ils veulent se marier, ils veulent se paxer à Mamoudzou. Donc nous, il faut qu'on sécurise nos pratiques. C'est pour cela que j'ai tenu à alerter Madame la ministre, parce que souvent quand on a des doutes sur des actes, on n'a jamais vu des actes, par exemple, rwandaises, burundaises. Donc on est dans l'obligation d'alerter pour qu'on puisse être mis en relation avec les ambassades de France qui se trouvent dans ces pays-là pour qu'on puisse demander l'authentification de ces actes-là.
Et pour lutter efficacement contre les entrées illégales à Mayotte, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un rideau de fer maritime. Souvenez-vous, c'était en février dernier. Annonce faite alors par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. De nouveaux outils technologiques, de plus importants moyens étaient prévus. Où en est ce rideau de fer maritime? Réponse dans ce reportage signé Jaïdi Maolida. Attendu par les Mahorais, Marie Guévnou confirme. Le rideau de fer maritime est bel et bien actif. Vous avez à la fois un bâtiment hauturier, c'est-à-dire un gros bâtiment militaire naval. Donc le rideau de fer est déjà en place. Il est déjà en place. Il est placé dans le canal du Mozambique et fait en sorte d'empêcher l'arrivée, quand il est placé, de mouvements migratoires qui viendraient d'Afrique. C'est le Champlain, un patrouilleur de la marine qui est déployé. À ce bâtiment militaire s'ajoutent en mer 9 intercepteurs et 2 vedettes de la gendarmerie. D'autres moyens de lutte viendront renforcer le dispositif à l'avenir. Il y a des moyens technologiques, des moyens de radars, de drones, de caméras qui vont nous permettre d'être encore plus performants et qui contribueront à l'établissement de ce qu'on a appelé le rideau de fer. Actuellement, des avions civils et militaires font de la surveillance aérienne et 30 militaires sont placés sur les points d'accostage des Kwassa. Concernant la pérennité du rideau de fer, la ministre déléguée aux Outre-mer annonce qu'elle aura l'occasion d'aborder le sujet plus tard. Et comme à chaque visite ministérielle, élus et citoyens mahorais sont très attentifs. Parmi les annonces fortes faites par la ministre Marie Guévnou, nous retiendrons ce rendez-vous fixé le 17 mai à l'Élysée, rencontre entre élus de Mayotte et Emmanuel Macron. Plus de précisions dans ce reportage d'Ismaël Mohamed Ali et Chafion Madi. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévnou, est de retour à Mayotte avec des annonces. Du côté des politiciens mahorais, l'invitation des élus locaux par le président de la République Emmanuel Macron le 17 mai prochain à l'Élysée est plutôt bien perçue. C'est une très bonne nouvelle que les élus de Mayotte soient reçus à l'Élysée. L'optimisme est également de mise pour le projet de loi Mayotte. Pour parfaire le texte qui va arriver, nous allons mener les concertations auprès de la population, mais également auprès des institutions et des acteurs économiques, ainsi que bien évidemment des élus, les parlementaires concernés, pour que ce projet puisse voir le jour et qu'il puisse correspondre surtout aux attentes des Mahorais. Dans la rue, c'est un autre son de cloche. C'est de la carotte. Parce que si Mayotte aujourd'hui est dans le giron français, pourquoi faire une différenciation et des lois d'exception? Il faut juste appliquer ce qui existe au niveau national ici. Une population mahoraise attentive à cette visite qui demande à voir. Ça fait plusieurs années qu'on nous fait des promesses, mais on ne voit rien venir. Donc maintenant, il faut qu'on voit. Mieux, qui interroge. Que fait-on de cette population africaine qui est dans Baobab ? Et c'est ce phénomène-là qu'on va avoir de plus en plus, parce que toutes les personnes qui vont arriver à Mayotte seront forcément des demandeurs d'asile. On doit être plus présent à Madagascar, aux Comores et en Afrique pour essayer de traiter le problème, de trouver des solutions. Parce que le barreau de fer, le rideau de fer ne servira à rien s'il faut accueillir des populations qui arrivent pour des raisons humanitaires. Les jeunes aussi sont attentifs et méfiants. C'est pas la première fois qu'elle vient et pour l'instant rien n'a changé. Il y a encore de la délinquance et les caillassages de bus. Pour la 4e visite de la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévnou à Mayotte, élus comme population sont partagés entre méfiance et optimisme. Il s'appelle Bruno Retailleau, c'est le patron des sénateurs LR. Il est à Mayotte, invité par Mansour Kamardine et le maire de Mamoudzou. Il est venu voir la réalité, le quotidien des Mahorais entre crise migratoire, crise de l'eau et crise sanitaire. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir à vous et bonsoir aux Mahoraises et aux Mahorais qui nous regardent ce soir. Alors Mayotte attend de vivre un grand moment historique, j'ai envie de dire, celui de voir voter 2 lois, la loi Mayotte, une loi ordinaire et une loi constitutionnelle sur l'abrogation du droit du sol. Est-ce que les élus de Mayotte peuvent compter sur votre soutien ? Ils peuvent compter sur notre soutien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Moi, je ne suis pas parisien. Je suis d'un département loin de Paris, de la métropole, mais je suis un élu de terrain. Et comme élu de terrain, je sais qu'on ne fait de bonnes lois que lorsque on a vu sur le terrain vraiment ce qui se passait. Je voulais venir avec un autre sénateur qui est président de la commission des affaires sociales, et la question sanitaire, le choléra, est très très important pour toucher du doigt les préoccupations des Mahorais. Et franchement, ce que j'ai vu
ne correspond même pas à ce que je pouvais imaginer. C'est au-delà de tout. Et je pense que de tous les territoires de la République, ce territoire français, et qui à plusieurs reprises a choisi la France, est en grande difficulté et il faut se retrousser les manches tous pour venir à l'aide du territoire de Mayotte. Est-ce que cette aide viendra justement lorsque ces deux lois pourront passer, pourront être votées? Alors il y aura une loi constitutionnelle, elle sera importante et le Sénat comptera beaucoup, autant que l'Assemblée nationale. Et il y aura la loi aussi Mayotte qui va passer sans doute en priorité d'abord au Sénat. On ira sans doute au-delà de ce que le gouvernement le souhaite, parce que sur l'immigration, il y a aussi d'autres sujets. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, quand on arrive de façon irrégulière sur le territoire, on pourrait être régularisé. Moi, je pense que quand on arrive clandestinement, on n'a pas le droit à la régularisation. Il faut vraiment décourager au maximum. Et il faut faire attention. D'ailleurs, dans votre reportage, il y a des Mahorais qui se disaient « Mais oh là là, on est partagé entre la méfiance et l'optimisme ». Ils ont raison. Parce que Bruno Le Maire nous dit « Attention, il n'y a plus trop de sous dans la cagnotte ». Donc, il faudra bien vérifier que non seulement il y aura des mesures, il y aura des propositions, une loi Mayotte, mais que derrière et en face, il y aura les moyens pour Mayotte de se développer. Et que ces moyens ne seront pas affectés aux irréguliers qui viennent. Puisqu'aujourd'hui, 80% des enfants scolarisés sont étrangers. Et 80% dans les logements sociaux qui sont occupés par d'anciens clandestins qui ont été régularisés. Il faut que l'argent de la République française aille en priorité, évidemment, aux Mahorais. Et en parlant de financement, à chaque fois qu'on parle de Mayotte, on parle d'immigration clandestine, on parle insécurité. Tous les moyens vont vers ces deux problématiques. Mais les Mahorais veulent aussi avoir une île développée avec des infrastructures, que ce soit sportives ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le gouvernement va dans ce sens-là? Écoutez, en tout cas, j'ai rencontré la ministre et elle m'a fait part de sa volonté. Donc, je ne veux pas la mettre en doute. Et je lui ai dit qu'au Sénat, nous, on l'aiderait d'ailleurs, si ça va dans le bon sens. Mais que si ça va dans le bon sens. Que si ça n'est pas des promesses en l'air. Moi, je pense qu'il faut pour Mayotte un certain nombre de grands investissements. L'allongement de la piste sur Petite Terre pour avoir un aéroport digne de ce nom. Il faut aussi, bien sûr, l'usine de dessalement, la crise de l'eau. Le choléra est très, très lié à la fois à l'immigration, mais aussi à cette crise de l'eau. Il faut aussi un certain nombre de grandes infrastructures. Je pense aux routes nationales qui ne sont pas très bonnes. Je pense aux contournements, notamment, et mon ami Hamdi, le maire de Mamoudzou, m'en a parlé de sa ville, de Mamoudzou, bien sûr. Il faut que l'argent national puisse aider Mayotte à se développer. Et je pense que c'est de l'argent qui ne sera pas dépensé en l'air, c'est de l'investissement, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, ça coûtera plus cher demain. Mayotte est aussi une région ultra-périphérique, Monsieur Retailleau. Aujourd'hui, donc prochainement, le 9 juin, tout le monde doit voter pour ces élections européennes. Que doit-on attendre, que doivent attendre les Mahorais de votre candidat LR? Beaucoup, parce que ce que je veux dire aux Mahorais, c'est qu'il ne faut pas se tromper de vote. L'Europe peut apporter encore beaucoup plus au territoire de Mayotte. Le seul parti politique qui est en mesure de peser à Bruxelles, c'est LR, parce qu'on siège dans le PPE, qui sera le groupe principal, le groupe dominant du Parlement européen. C'est nous les LR. Oui, ça n'est mais pas une fois avoir voté le LR, qu'est-ce que les Mahorais peuvent espérer de vous? Par exemple, que le territoire, le conseil départemental et régional deviennent l'autorité de gestion des fonds, justement, des fonds affectés par l'Europe à Mayotte. Pour pas que ça passe par l'État. Parce que l'État, parfois, peut être, si j'ose dire, tenté d'attribuer ces fonds à d'autres projets. Donc je pense que c'est cela, et c'est de faire en sorte qu'avec François-Xavier Bellamy, avec notre liste LR, on puisse peser vraiment au Parlement européen. Regardez M. Bardella, Mme Le Pen, ils sont alliés justement au Parlement européen avec quelqu'un qui a dit que Mayotte devait faire partie des Comores. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Il ne faut pas que les Mahorais se fassent tromper. Je pense que notre liste est une liste qui permettra à la France de défendre ses intérêts et à Mayotte de défendre ses intérêts. Et j'espère que demain, c'est Mayotte, c'est les Mahorais qui géreront les fonds européens ici pour Mayotte. Merci Bruno Retailleau, et on voit bien que vous êtes aussi en campagne à Mayotte. Le choléra circule dans le département, 39 cas au total. La psychose commence à gagner la population, surtout dans un département où le système de santé est en crise. Ce matin, Marie Guévnou s'est rendue au centre hospitalier et l'a visité l'unité choléra. Et les soignants sur place lui ont fait part de leurs difficultés. Nadia Ali, Assadi, Razafitine.
39 cas de choléra détectés au total sur le département à ce jour, personnes malades comme guéries. Cette visite est l'occasion pour le personnel soignant du centre hospitalier de Mayotte de faire part de leurs difficultés, tant en moyens humains que matériels pour faire face à cette crise. 4 cas sur les lits de réanimation, dont 2 vont basculer qui sont mieux, qui vont basculer sur le côté plutôt hospitalisation simple. Et puis, il y aura d'autres entrées. J'espère qu'on va arriver quand même avec la vaccination à limiter tout ça. Il y a des tentes climatisées qui peuvent prendre plusieurs dizaines de patients et avec des renforts. L'unité choléra du CHM dispose d'une capacité de 14 lits au total, 14 lits occupés par des patients hospitalisés. En 2 semaines seulement, le service se retrouve saturé. La présence des réservistes qui sont arrivés avant-hier, 19 réservistes qui viennent prêter main forte aux équipes de santé pour isoler ces patients, les soigner et mettre en place le dispositif que je viens de vous décrire. 20 lits supplémentaires vont être rajoutés dans l'unité choléra. Les patients prennent en moyenne 6 jours pour guérir de la maladie. Pour rappel, le centre de vaccination de Congo a vacciné près de 3500 personnes depuis son ouverture il y a 6 jours. L'ARS encourage la population à se faire vacciner pour éviter tout risque de contamination. Cela fait 5 ans que le régiment du service militaire adapté n'a pas ouvert ses portes au grand public suite aux multiples crises qu'a traversé le département. Mais ça y est, les journées portes ouvertes du RSMA reviennent, l'occasion pour tous les curieux de découvrir les missions mais aussi les formations proposées. Le programme des JPO du 4 et 5 mai détaillé dans ce sujet signé Ismaël Mohamed Ali et Daniel Abdou. Le régiment du service militaire adapté de Mayotte a une devise. Votre réussite, notre mission. Un RSMA qui veut le faire savoir en ouvrant ses portes ce week-end. C'est donc sans surprise qu'il se met en scène pour se parer de ses plus beaux atours. Le but, c'est de faire découvrir l'intérieur du régiment, nos formations professionnelles, expliquer, faire témoigner des jeunes de ce qu'ils font ici, faire comprendre à la population mahoraise notre mission. Au fil des heures, le régiment militaire de Combani prend des allures de festival. Au programme, 6 concerts, avec plusieurs têtes d'affiche comme Toro Chamou, 9-7 Sita Kaira, Naïd ou encore Como. L'artisanat mahorais, tout comme des activités ludiques et des dégustations de saveurs traditionnelles seront à l'honneur. C'est une journée vraiment ouverte à tout le monde, que ce soit pour les familles, mais également pour les enfants. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, puisqu'on organise à la fois des activités plus artistiques, mais également des activités ludiques qui vont pouvoir plaire au plus grand nombre. Ces portes ouvertes sont surtout l'occasion d'aller à la découverte d'une structure comptabilisant un contingent de 800 bénévoles stagiaires, où 80% des entrants trouvent un emploi à la sortie. En tant que professionnel du commandement, de savoir trouver la pépite qu'il va y avoir dans le cœur de chacun de nos marsouins, eh bien, on va développer leurs qualités pour que demain, ils trouvent leur meilleure place dans la société mahoraise, française, avec les professionnels qui nous font confiance. Le temps presse pour les bénévoles stagiaires, rien ne doit être laissé au hasard. Les préparatifs sont aussi, si ce n'est plus important que la fête elle-même. Je suis en train de presser les feuilles de noix de coco car samedi on a un GPO, journée de porte ouverte. Pour une fois que la Grande Muette ne fait pas la sourde oreille et s'ouvre au grand public, il serait dommage de ne pas se rendre samedi 4 et dimanche 5 mai du côté de Combani pour voir comment l'armée vadrouille en fête. Et sachez que Mayotte la Première aura un stand durant ces journées portes ouvertes. Nous viendrons à votre rencontre à l'occasion d'un radio village. Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses ce dimanche à Combani. J-1 avant les finales zones de basket qui auront lieu dans la ville de Saint-Pierre à l'île de la Réunion chez les dames. Magic Basket de Passamaiti affrontera la Tamponaise tandis que les hommes BC Mtsapere défiera le BCD. Un double remake des finales zones de décembre dernier. Rappelez-vous, les deux équipes mahoraises avaient essuyé une défaite. Cet après-midi, Papi Nouzaïdani et David Laporte ont suivi l'entraînement de nos deux équipes au gymnase de la ligne des Bambous à Saint-Pierre. Il faudra user de la magie pour que les Verts de Passamaiti fassent tomber l'épouvantail de la Tamponaise. Pour le coach des Magiques, tout est possible à condition d'y croire et de tout donner sur le terrain. À la veille de la finale, l'heure est à la confiance. En défense, on s'est ajusté un tout petit peu par rapport à Tampon.
parce qu'elles sont plus rapides, un peu plus fortes quand même que ce qu'il y a à Mayotte. Donc on s'est ajusté légèrement, mais on reste sur les mêmes principes en fait. Du côté du BCM, il y a plus qu'une revanche à prendre contre le BCD qui l'avait largement dominé il y a 6 mois à Champfleury. Demain, ce sera un tout nouveau match pour les Diables Rouges, déterminés à reprendre le dessus sur les Dionysiens. On est là depuis mercredi, si je ne me trompe pas, mercredi. Donc on a eu le temps de s'acclimater, un petit peu on a pris nos repères. Donc après, on a entamé la préparation petit à petit, tranquillement, jusqu'à maintenant. On sait avec qui on va jouer et on travaille pour. Je dévoilerai pas sur quoi on va se baser sûrement, mais on peaufine les dernières retouches. Voilà. Ce samedi, au gymnase Nelson Mandela de Saint-Pierre, Magic et BCM ont de nouveau rendez-vous avec leur histoire pour une place aux finalités de National 3 en région parisienne. Et dans quel état d'esprit se trouvent nos basketteuses et nos basketteurs? Prenons la direction de l'île de la Réunion pour vous rejoindre. Papino Zaidani, bonsoir. Alors dites-nous, comment vont-ils, comment vont-elles? Sont-ils prêts et prêtes pour affronter les Réunionnais? Bonsoir Yasmine. Alors au vu de leur entraînement cet après-midi, comme vous venez de le constater dans ce reportage, les deux équipes se disent prêtes. Et pour preuve, aujourd'hui, ce soir, je suis dans l'hôtel où sont logés les basketteurs du BCM, du BC Ntsapéré. Et pour parler de ces enjeux et de leur état d'esprit, je suis avec le président du basket club de Ntsapéré, Daoulab Ali Sharif. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Maurice qui nous regarde et qui nous écoute. Alors cette année c'est la 4e année consécutive que vous allez affronter le BCD, une rencontre qui est devenue un classique dans la zone océan Indien entre les deux départements français après avoir reçu une défaite il y a 6 mois. Quel est votre état d'esprit à la veille de cette rencontre? C'est comme vous l'avez dit, c'est que on a tous en tête la défaite de décembre qui nous reste dans les mémoires et dans les têtes, et on a à cœur vraiment de réparer ça demain. Donc on s'est préparé dans cet état d'esprit-là, de venir demain pour gagner ce match-là, pour bien représenter le basket mahorais et de montrer que le basket mahorais est encore là, que je dirais pas que c'était un accident, mais qu'il n'y a pas d'ascendant qui est pris, et de venir gagner ce match demain. Il y a un enjeu majeur pour vous demain? Il y a un enjeu majeur. L'enjeu majeur du match d'abord, c'est que le vainqueur va représenter la région océan Indien aux finalités M3 les 17, 18 et 19 mai en métropole. Donc c'est déjà un enjeu majeur de pouvoir aller participer à ces compétitions-là, parce que les joueurs, les dirigeants, le club s'organisent pour pouvoir participer à ces compétitions-là. Donc l'enjeu majeur premier, il est là. Et puis derrière tout ça, il y a toujours, on a toujours à cœur quand on joue ces matchs-là de bien représenter son île, de bien représenter Mayotte, de bien représenter le basket mahorais. Donc c'est des choses importantes pour nous qui nous tiennent à cœur. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc vous l'aurez compris, les enjeux sont très importants ici à La Réunion, à la veille de ces deux finales de zone océan Indien entre les Réunionnais et les Mahorais. On en saura plus demain soir pour cette double confrontation. Yasmine. Merci Papino Zaidani. Vous suivez depuis La Réunion pour nous ces deux matchs. Le premier qui sera diffusé à 17h et celui des hommes à 19h30 sur notre site internet mayottelapremière.fr, et tous nos encouragements pour nos sportifs. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller ce samedi, c'est possible, et surtout votre dernière chance de voir cette exposition du musée de Mayotte qui s'inscrit dans la continuité de l'abolition de l'esclavage. Au-delà des sens, exploration du patrimoine intangible de Mayotte à découvrir dans les locaux du comité du tourisme Place de la République à Mamoudzou, où se sont rendus Ismaël Mohamed Ali et Chafion Madi. Des visages qui s'illuminent face à la beauté et le savoir-faire ancestral d'artisans. Une attention toute particulière pour des ambiances, des objets rappelant une Mayotte d'hier comme d'aujourd'hui. J'aimais tout parce que j'ai pas vu ça, après j'aime. Ces jeunes de l'association Le Village d'Eva sont à l'écoute et semblent plus que jamais friands d'apprendre davantage sur cette exposition autour du patrimoine intangible de Mayotte. J'ai aimé les kachaka.
Parce que je l'aimais, parce que ça fait bien la musique. L'association Le Village d'Eva a pour mission de venir en aide aux mineurs non scolarisés sur Mayotte et compte 4 centres sur l'ensemble du territoire. Cette visite guidée est l'occasion pour ces jeunes d'apprendre sur la richesse culturelle de l'île. Donc l'objectif de la sortie, c'est de partager et qu'ils découvrent le patrimoine local de l'île sur cette jeune génération qui des fois ne connaît pas forcément toutes les traditions. Le sel de Bandrélé, le mbiwi, cet art musical et chorégraphique féminin, ou encore le maoulida chengue, sont autant de voyages en immersion explorés au cours de cette visite guidée. Le patrimoine intangible de Mayotte, en gros, c'est le patrimoine qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le débat, il y a le chant, il y a de la danse. On le met en avant pour qu'on puisse le sauvegarder, en fait. L'exposition Au-delà des sens, exploration du patrimoine intangible de Mayotte, se tient jusqu'au samedi 4 mai midi au comité du tourisme à Mamoudzou. Fin de ce 19h, l'information revient dès demain matin 6h en radio avec Kalatoumi Abdelhadi. Les éditions du soir seront présentées par Raina Ali Louafa. Merci de votre attention. À suivre la météo, on se retrouve tout de suite après pour le journal en Chimaoré. Et on se quitte avec ces belles images de l'îlot de Randrema dans le nord de l'île. Je vous laisse admirer l'un de nos joyaux. Belle soirée à tous.